Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain, cofondateur d'Actu.fr est avec nous. Salut Romain. Salut, bonsoir. Florian est de retour parmi nous. Salut Florian. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des Activistes, coup de peau pour les ciels et marines, retour sur Hack.po. Fermeture jusqu'à nouvel ordre, après la Covid, le huis clos. Activez-vous, vos réactions aux deux sujets que nous avons évoqués. Et enfin, en conclusion, nous parlerons de l'équipe féminine. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes numéro 9, c'est parti. Retour donc sur Hack.po. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas le match de l'année. Mais nous allons descendre ça en détail avec vous. Retour donc sur la composition du groupe et le 11 de départ, comme vous en avez l'habitude, chers amis auditeurs. Analysons déjà ceux qui rentrent et ceux qui sortent. En absent du groupe pour ce match, il y avait 3 joueurs qui étaient concernés par la Covid, Oumout Meras, Mamadou Fofana et Ilan Gomez. Pour ce dernier, il y avait une suspicion. En blessé, Ben Mohamed, Alioui qui revient de blessure et Jamal Thiaré qui était malheureusement trop faible. Nous pensons qu'il reviendra pour le prochain match. Ertuğrul Ersoy suspendu, on le savait depuis de nombreuses semaines. Et réintégrant le groupe, Jean-Pascal Fontaine et Imad Abdelli. Messieurs, on partait en tout cas avec peu de ressources. En tout cas, il y avait de nombreux absents tant derrière que devant. Et bon an, mal an, Paul Le Guen nous a concocté un 11 de départ, en commençant par un petit 4-2-3-1 dont on avait l'habitude. Mathieu Gorgelin dans les buts. Léo Koulibaly sur les ailes, Woyo à droite, Yacouba à gauche. Pierre Gibaud, Fernand Mayembo dans l'axe. Mbemba Lecal. Et ensuite, Basile, Fontaine en numéro 10, Cornet à gauche et Godwin Belkin en pointe. Romain Basque à nouveau sur le banc. Et le retour à noter d'Alan Zabana dans le groupe des 18. On va commencer par toi, Florian. Qu'est-ce que tu as pensé de la composition d'équipe de Paul Le Guen en fonction du matériel qu'il avait à disposition? En fonction du matériel, il a fait vraiment ce qu'il pouvait. Quand on voit le nombre d'absents importants titulaires, donc moi je pense à Meras, Ben Mohamed et Thiaré, et aussi Ersoy. Donc il a vraiment dépanné. Après, on savait qu'en défense centrale, on avait ce qu'il fallait. Revoir Koulibaly, Yacouba sur le côté gauche, ça me fait un peu bizarre. J'ai l'impression de revenir il y a 2-3 ans. Et juste un petit peu étonné de ne pas voir Basque. Alors, j'étais pas là pour le match de Dunkerque. C'était un des meilleurs avrils depuis le début de saison. Ne pas le voir titulaire, ça m'a un petit peu choqué. Et bon, quand je vois la compo en 4-2-3-1 et qu'on sait ce qui s'est passé dans le match, le 4-2-3-1, il est pas resté très très longtemps sur le terrain. Voilà, on en parlera un peu après. Mais c'est une compo qui ne reflète pas du tout le match quand on la voit au premier abord. Romain, qu'est-ce que tu as pensé aux premières vues de la composition de départ qui avait été faite en fonction là aussi des absents et des revenants? Que ça a été compliqué de sortir la compo déjà, parce que là on parle d'un 4-2-3-1, 4-2-3-1 qui avait été aussi proposé par le journal de l'équipe, mais pas forcément avec les mêmes joueurs. On avait un Alexandre Bonnet et un Basque titulaire dans le journal de l'équipe. Ce matin, Paris-Normandie nous parle d'un 3-4-3. Effectivement, on va voir que ça a changé au fur et à mesure du match. Voilà, donc, et même le site officiel du Hack a presque annoncé un 4-4-2, un truc un peu étonnant sur la feuille qu'ils ont tweeté juste avant le match. Quant aux joueurs, franchement, moi quand je regarde l'équipe, à part Koulibaly qui ressort, Yacouba qui ressort du placard, c'est pas si dégueulasse que ça. Ok, il y a plein d'absents. Ok, c'est pas les titulaires, on va dire, indiscutables. Et encore, est-ce qu'il y a vraiment un 11 indiscutable cette année au Hack? J'en suis pas persuadé. C'est pas si dégueulasse. Basile est revenu sur la semaine dernière. Qu'il soit là me choque pas plus que ça. Enfin voilà, avec les armes qu'on a en ce moment. Une paire Mbemba locale, ça aurait très bien pu être une paire basque locale et c'est pas dégueulasse. On peut pas se dire que c'est. Et puis devant, c'est là où ça pêche. Peut-être parce que c'est Bentil et encore, il a marqué la semaine dernière.
Voilà, je m'attendais pas au match qu'on a vu quand même hier soir. Ça paraît en effet être une composition qui est à peu près celle qu'on pouvait envisager. Romain Basque, effectivement, qui reste sur le banc de touche, mais étant donné que tu as gagné sans lui la semaine dernière et que moi, j'avais pas plus aimé que ça son entrée, il n'y a pas plus d'étonnement à avoir au fait qu'il reste sur le banc. Moi, j'aurais peut-être mis Alexandre Bonnet titulaire. C'est juste ça, parce que on est les premiers à dire que quand un Cornet dans le jeu, c'est pas bon depuis son entrée fracassante à Guingamp. Mais là aussi, peut-être au bénéfice du fait que c'est notre désormais tireur de coups de pied arrêté attitré, peut-être qu'il a obtenu justement sa titularisation comme ça. Mais c'est vrai à part ça, on voyait difficilement en fait quel 11 de départ il pourrait faire et surtout quel joueur pourrait indiscutablement apporter un plus par rapport aux 11 qui étaient alignés d'entrée. Moi, personnellement, j'en vois pas, il n'y a pas plus choquant, mais effectivement, on va voir que la tactique annoncée a été mouvante. On va attaquer, messieurs, directement. Début de la rencontre, et tout part bien. Tout part bien. Un petit corner d'entrée. Godwin Beltil qui met la tête. Le ballon arrêté par le gardien de but, mais derrière sa ligne. Ça fait 1-0 d'entrée. On attaque ensuite gentiment avec et Cornet et Basile qui est tout près aussi de mettre un 2-0 s'il avait pu ajuster sa frappe un peu mieux. On se dit au bout de 7 minutes que c'était bien parti. Et après, on a vu que ça n'a pas été le cas. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps? Bah, comme tu dis, ça part sur des chapeaux de roue. Un but au bout de 2-3 minutes de Bentil, ça fait plaisir de le revoir encore buteur ce week-end. Et donc, bon, on n'a pas la goal line technologie, mais on avait un bon arbitre de touche sur ce coup-là, heureusement, et ça rentre. Et puis, de la 7e à la Xème minute, plus rien, le néant total. Pau qui nous domine complètement. Moi, j'en viens à me poser quand même la question. Et je pense que c'était la tactique du soir. Je vois pas d'autre explication. Quand même, il y avait quand même, on vient d'en parler, des joueurs quand même d'une certaine qualité sur le terrain. Certes, peut-être pas les titulaires, mais quand même des joueurs qui sont habitués à la Ligue 2. Enfin voilà. Je m'attendais quand même pas à ce niveau de jeu, si on peut même parler de jeu, parce que j'en ai pas vu. Et donc, Pau nous dominait complètement. Moi, je me demande si comme pour le match de Dunkerque, ça faisait vraiment pas complètement partie de la tactique de Paul Le Guen, que Paul Le Guen a mis en place, de laisser le ballon à l'adversaire et de subir. Ça peut paraître très bizarre, sauf qu'au final, c'est 6 points, mais bon, on s'est bien fait chier, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Florian, qu'est-ce que tu as quelque chose à redire par rapport aux commentaires de Romain? Tu as dit toi-même que tu n'avais pas vu Dunkerque il y a 10 jours. Tu as eu de la chance. Mais par contre, tu as vu Pau. Bah, comme nous, tu n'en as pas eu beaucoup. Est-ce que tu t'es autant ennuyé que Romain dans cette première mi-temps? Bah oui, on va pas se mentir. Quand on voit les 10 premières minutes, on surprend l'adversaire, on enlève ce fameux round d'observation qu'on voit souvent dans les matchs de Ligue 2. On se dit, ah super, on va avoir peut-être un match avec des buts. Il y a même quelqu'un qui a tweeté sur ce rythme, Le Hack marquera 45 buts dans le match. Donc, c'était assez drôle, on s'est dit que ça allait peut-être un match mouvementé. Eh bien non, non pas du tout. 10 premières minutes et puis s'en va, après plus d'occasion, à part pour Pau. Et on peut même remarquer après que l'organisation tactique a complètement changé. Alors, d'après les commentaires, on dit 3-4-3, moi je vois plus un 5-3-2, avec Woyo, Jibo, Lekal, Mayembo et Yakuba Koulibaly en défense. Un Fontaine Mbemba Cornet au milieu et Basile Bentil en attaque. C'est très défensif à domicile contre le 19e de Ligue 2. Ça fait un peu peur. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça faisait partie de la tactique. Pour moi, c'est fait exprès, hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bah, C'était pas ça qu'on voulait déployer hier soir? Je pense que c'était ça, non? bah, je sais pas en tout cas, mais Non. on me dise pas on n'avait pas moyen quand même de Ah, placer ça, oui, ça, je suis une d'accord. grille peut-être plus intéressante que ce qu'on a vu. En Ouais. plus que moi, en première mi-temps, moi j'ai vu que le rôle de pivot de Godwin Bentil pouvait être plus intéressant dans le jeu, au-delà du fait qu'il marque et que on peut trouver ah il est pas ceci et pas cela, mais que bon ça marque, il est là, il est toujours présent et que il a toujours il a toujours le moment où il va être ou décisif ou quasi décisif comme c'était le cas à Dunkerque.
Mais en tout cas, il y a un rôle de pivot intéressant à jouer. Il faut apprendre à jouer avec. Mais on ne me dise pas qu'avec Cornet et Basile pas très loin de lui, il n'y aurait pas eu moyen de produire un petit peu plus de jeu que cette bouillie qu'on nous a servi samedi soir. Il y a eu aussi un petit peu chaud aussi avec Asifo, qui a failli nous marquer un but splendide sur une belle inspiration. C'était le Asifo pré-blessure. Dommage qu'on n'ait pas pu le voir plus souvent parce que s'il avait été dans de telles dispositions, peut-être qu'il serait encore chez nous en ce moment. On va passer maintenant, messieurs, à la deuxième mi-temps. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter sur cette première période. Honnêtement, sur la deuxième mi-temps, j'ai juste noté les changements qui ont été faits et quasiment rien parce que hormis, là encore, une action sur corner qui a failli aboutir à un but quasiment dans les mêmes circonstances que celui de première mi-temps, je n'ai vraiment rien vu d'intéressant. Cornet se fait remplacer par Basque. On bétonne dès le départ. Une grosse félicitation quand même pour Alex Bonnet qui fêtait donc samedi soir son 500e match en pro. Félicitations au capitaine pour sa longévité. Et ensuite, à la fin, on a eu Yacouba Koulibaly et Godwin Benkin qui ont été remplacés par Imad Abdelli et Josué Casimir. Et là, par contre, ça a redonné un petit coup de fouet temporaire. On a vu qu'Abdelli, de temps en temps, faisait 2-3 percées, 2-3 bonnes passes, mais tu sentais qu'à côté, ça voulait pas. Ça restait bloqué. On va dire c'est 1-0. Il y a juste ça. Et les joueurs, pour moi, étaient déjà dans l'optique de tenir le résultat au stade Océane contre Pau qui a gagné son premier match la semaine d'avant. Romain, qu'est-ce que tu penses de ça? Franchement, quand j'ai vu l'annonce du changement, Cornet qui sort, Basque qui rentre, j'ai dit bon ok, ça y est, la messe est dite. Et à partir de ce moment-là, le cal a reculé derrière se retrouve au milieu de la défense. Ouais, bah on a bétonné. Je me suis même étonné de bétonner à la 45e minute. Je pense que c'est pas que les joueurs qui étaient tournés vers on tient, c'est l'entraîneur et le staff avec. Voilà, c'était la tactique du soir. On tient 45 minutes, même, j'ai envie de dire même 88 minutes, parce que même, enfin voilà, on a commencé à jouer comme ça à la 7e minute, 10e minute, et à se dire on va tenir, on va bétonner, c'est quand même incroyable. Maintenant, on pourra pas leur retirer le résultat. Ok, il y a 6 points après ces deux matchs un peu particuliers. On peut pas leur retirer le résultat. Mais encore une fois, ouais, avec les joueurs qui étaient sur le terrain, c'est quand même bizarre de ne pas proposer autre chose. J'ai bien aimé l'entrée d'Abdelli, j'ai bien aimé l'entrée de Casimir, qui ont apporté un tout petit peu de folie. Hein. Faut pas non plus, c'est vraiment pas grand chose. Mais Abdelli, voilà, on l'a senti bien en jambes. Il a fait 2-3 percées, comme tu l'as dit. Malheureusement, au bout de ces percées, il y avait personne dans la surface pour l'aider ou pour continuer l'action. Donc on l'a vu bien en jambes, mais c'était stérile au bout du compte. Et puis ouais, un grand coup de chapeau à Alex Bonnet pour sa 500e en pro. Et puis c'est un joueur qui a toujours été exemplaire chez nous. Sur ce match d'hier soir, je pense qu'il pouvait commencer titulaire, ça aurait été intéressant de le voir. Et j'espère qu'on le reverra sur d'autres matchs finalement, parce que si c'est pour aligner cette équipe et proposer ce jeu, je préfère quand même voir un Alex Bonnet sur la gauche du terrain. Florian, qu'est-ce que tu as pensé toi aussi de cette deuxième période? Alors moi j'ai retenu deux, trois trucs, pas vraiment grand-chose sur le Havre. J'ai retenu qu'à 6 fois il s'entêtait très souvent seul, ce qui nous a bien aidé parce qu'il aurait pu servir ses coéquipiers, ça aurait pu être très dangereux. Un très bon match de Mayembo, très solide défensivement et aussi offensivement sur les duels aériens. Quel plaisir aussi. Alors, je sais, on n'entend pas les supporters, on aimerait avoir les supporters, mais ne pas mettre des sons d'ambiance, je trouve ça super bien parce qu'on a pu voir et surtout entendre Polo gueuler et passer ses consignes. On retiendra surtout les woyo, genre soit il doit redescendre, soit il est pas au marquage, tout ça. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, je trouve le rouge de Pau assez sévère. Certes, ils ont craqué en fin de match mentalement. On peut les comprendre. Vous vous déplacez, vous êtes une équipe qui joue le maintien. Vous dominez votre adversaire, au final, vous perdez.
Je peux comprendre le craquage et les fautes à répétition à la fin. Mais sinon, pour le rouge, c'est quand même assez sévère. Ce qu'on retiendra du match, c'est surtout 3 points et c'est tout, quoi. On va faire simple. On aurait pu faire cette rubrique en disant juste cette phrase et c'était vraiment suffisant. 3 points et basta. On en rediscutera dans Activez-vous pour un sondage que nous avons mis. Est-ce que gagner moche, c'est un avenir enviable et est-ce que vous êtes prêts à l'accepter si cela nous promet la Ligue 1 à la fin de la saison? Nous avons fini avec le résumé d'Akpo. Nous passons maintenant à notre deuxième sujet. C'est parti. Fermeture jusqu'à nouvel ordre. Après la Covid, le huis clos. Suite aux décisions gouvernementales permettant au championnat professionnel de continuer à huis clos, la FFF a annoncé la suspension des championnats amateurs et des Coupes de France pendant le reconfinement. On suivi d'ailleurs par la suite la Belgique et l'Allemagne. Les notions de match à domicile et à l'extérieur vont devenir assez conceptuelles sans le public. À la télé aussi, ce sera spécial, car si les gros matchs peuvent bénéficier de l'ambiance sonore artificielle dont tu parlais, Florian, en Ligue 2, nous avons bien vu ce que cela donne, le doux son d'un match de série matin où on entend tout, pour le meilleur et pour le pire, mais pas les chants, pas les envolées de foule exaltées par un but marqué et tous les à côté d'un match professionnel. Ajoutons à ça la lourde perte financière de ne plus accueillir de public et des droits TV en suspens et vous obtiendrez un cocktail capable de donner des sueurs froides à un feu de cheminée. Romain, match à huis clos, on y est, avec le retour du confinement. Ça s'annonce comment? Ça s'annonce quand même assez triste à suivre la saison si sur le terrain c'est pas joli en plus. Ouais, donc on a démarré avec une jauge à 5000 qui a été réduite à 1000 en ce qui concerne le stade Océane par arrêté préfectoral. Et puis là, on est arrivé au huis clos. Bon, c'est le reflet un peu de la situation sanitaire qui n'a fait que se dégrader depuis début septembre. Donc on est arrivé là où personne ne souhaitait qu'on arrive, des matchs sans supporters. Après 1000 ou sans supporters, hein, on y est presque. Hein, je veux dire, il n'y a pas grande différence. Je pense que ça peut influencer les résultats de pas mal de matchs. Au hack, je sais pas. Après, effectivement, si on se met dans une situation de jouer un barrage en huis clos, je pense que là, ça peut avoir une influence en ce qui concerne le hack. Maintenant, si on prend des clubs comme l'OM ou des clubs comme ça, effectivement, des matchs à huis clos sans ambiance, sans supporters, où là, il y a un 12e homme qui a une très très grosse présence. Je pense que ça peut effectivement influencer beaucoup sur le résultat des championnats. Plutôt sympa sur le match d'hier d'entendre les consignes des entraîneurs, d'entendre les joueurs. Dans la durée, est-ce que ça va être sympa, surtout si on propose un niveau de jeu tel qu'on a vu? Je suis pas persuadé. C'est compliqué quand même de suivre un match de football sans ambiance. Maintenant, je pense que la situation sanitaire en France nous oblige à rester dans ces situations de huis clos et il faudra y rester tant que ça continuera pas à s'améliorer. Florian, pour toi, comment tu vis les matchs à huis clos? On a quand même des gros changements par rapport à ces faits, même au niveau des joueurs, qui sont habitués à jouer dans une ambiance qui en tout cas n'est pas celle-là. Est-ce que tu penses que ça va avoir des effets sur les résultats du championnat et à terme donc sur le classement final de cette Ligue 2? Pour comment je le vis, je le vis plutôt, on va dire plutôt moyennement. Surtout en ce qui concerne le hack, en ce qui concerne les autres matchs, ça va plutôt, mais quand tu es abonné au hack et ne pas pouvoir aller au stade, c'est un peu triste, mais malheureusement on fait avec. En ce qui concerne le championnat, je pense que ça peut modifier certains aspects du classement surtout les équipes qui sont peut-être plus solides à l'extérieur, qui du coup, quand elles jouent chez elles sans supporters, ça change pas grand-chose. Et quand on voit par exemple le jeu proposé par le hack hier, peut-être qu'il y aurait eu une gueulante s'il y avait eu au moins 6000, 7000 spectateurs. Donc c'est peut-être pas plus mal pour eux en ce moment de jouer, de jouer à huis clos. Sinon, on en avait parlé avec Mediapro, que la perte financière des droits télé, c'était important. On avait dit aussi que vu que la jauge des supporters était réduite, ça allait aussi impacter les clubs. Là, on est dedans. Les droits télé, c'est encore en suspens. Il n'y aura plus d'entrée de billetterie. On n'en parle même pas, mais des produits dérivés et de la buvette qui non plus rentrent pas, même si c'est faible. Mais les jours de match, c'est toujours une rentrée d'argent.
Donc ça a surveillé. Les clubs qui sont sains financièrement seront à l'abri. Mais à voir pour le reste des clubs. Pour ce qui concerne le hack, niveau finance, je suis pas inquiet. Niveau jeu, niveau spectacle proposé, bon, c'est pas très beau. Mais je pense que ça peut leur servir. C'est une équipe qui aime bien, surtout cette saison, jouer à l'extérieur, a fait des bons résultats. Du coup, ça va voir. C'est en suspens, mais après, on fait avec. Malheureusement, la santé nationale et internationale prévaut sur des matchs de foot. C'est une question intéressante concernant le hack parce que est-ce que vous croyez sur un match comme contre Pau, avec 5 ou 6 000 personnes dans les tribunes, est-ce que vous pensez que on aurait pu changer la donne sur la deuxième mi-temps, c'est-à-dire en poussant ou en gueulant un peu derrière les joueurs, est-ce que ça aurait pu changer la face de cette équipe en seconde période? Bah, je sais pas, ensuite, c'est en fonction de. On parle toujours de l'impact du public, on sait qu'à un moment, il a un impact, mais est-ce que c'est au moment où. Est-ce qu'on t'a besoin de siffler ton équipe parce qu'elle joue mal et que tu sens bien que ça va pas? Ou est-ce qu'il faut des encouragements pour que l'équipe trouve ce supplément d'âme? Alors que peut-être même à la base, c'était peut-être tu disais toi que c'était peut-être dans le schéma de jeu de Ah ouais. marquer vite et ensuite de partir en contre, voire de subir volontairement. C'est peut-être, ça peut aider, ça peut ne pas avoir d'influence. Moi, ce que je regrette, bien évidemment, c'est on ne puisse pas vraiment compter sur le public là pour encore plusieurs mois. On va pas se le cacher. Pour le moment, c'est plusieurs semaines est sûrement parti encore pour plusieurs mois. Et c'est le fait que tu vas avoir aussi dans cette période compliquée, du huis clos, des arrêts de travail Covid, comme des absences, soit pour des positifs, soit pour des. Ce qui fait en gros, c'est un motus, hein. Les joueurs vont tirer une boule et éventuellement, de temps en temps, il y en a un qui va tirer une boule noire. Ah bah non, bah, toi, tu te prends une suspension qui dit pas son nom. C'est plus dans ce sens-là où on part quand même sur un grand bon taux et on ne sait pas du tout ce qui va en sortir. Sauf ça, malheureusement, on le sait, il y aura de la casse au niveau des clubs parce qu'il y aura des pertes financières et à la fin, il y aura de la casse au niveau des joueurs parce que si les clubs n'ont plus d'argent, les joueurs, malheureusement, seront contraints certains d'aller voir ailleurs et en espérant pour eux que ça ne finisse pas à Pôle emploi. Florian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En ce qui concerne la question de Romain, je pense que ça peut influencer, mais à vraiment à petite échelle. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un ballon de contre-attaque, entendre tout un public crier pour aller de l'avant, ça va peut-être pousser à faire plus d'efforts. Et quand on connaît la capacité du hack à se prendre des buts dans les dernières minutes ces dernières années, on l'aurait peut-être payé. Je dis pas que c'est les supporters qui nous font encaisser des buts, hein. C'est juste que là, on voit vraiment que c'est Paul Le Guen qui a maîtrisé de A à Z sa partition et qu'il n'a pas été influencé par des choix extérieurs, que ce soit public ou les joueurs. Ouais, c'est vrai, c'est super intéressant, hein. Parce que c'est possible, hein. On a déjà vu des entraîneurs, enfin, je l'imagine, hein, après peut-être inconsciemment, mais peut-être changer des choix sous pression extérieure, ouais. Très bien, messieurs. Et Nous en je avons voulais, terminé. je voulais juste Oui. toucher 2 mots sur la compétition, sur les compétitions où il y a des clubs amateurs qui jouent déjà. C'est la Coupe de France, avec cette suspension là de la Coupe de France pendant minimum les 4 semaines qui ont été annoncées de reconfinement. Mais à mon avis, enfin voilà, à mon avis, on va avoir un peu plus de suspension que ça sur cette compétition. Dans quel état va arriver cette compétition au mois de janvier quand les clubs pro sont censés rentrer, quoi? Bah, Euh, les clubs pro, ils rentrent même beaucoup plus tôt parce que la Ligue ouais, 2 doit normalement rentrer fin novembre. ouais. À mon avis, pour moi, la Coupe de France n'ira pas au bout. Pour moi, Ouais, la Coupe de je France, pense ça va aussi. pas au bout. La Coupe de France n'ira pas au bout cette année, ne serait-ce que pour quelque chose. Actuellement, donc, tu es encore dans la période où tu as beaucoup de clubs amateurs. Tu as que quelques clubs semi-pro Mhm. de National 1 qui, eux, continuent encore pour le moment de pouvoir s'entraîner normalement. Mais à côté de ça, tu as donc les clubs amateurs de National 2 et de niveau inférieur qui, eux, par contre, sont à l'arrêt. Tu peux pas faire jouer un match entre des équipes qui jouent et des équipes qui s'entraînent et des équipes qui ne s'entraînent pas. C'est Ça clair. paraît inconcevable. Alors, si tu rajoutes à ça 2 mois
que tu as encore 3 tours de Coupe de France à passer, donc le 6e et ensuite 7e, 8e où les clubs de Ligue 2 vont entrer, tu peux pas arriver en janvier pour la grand-messe des 32e pendant le premier week-end et dire ah bah les clubs de D1 vous allez rencontrer, je vous présente Tartampion qui vient de se faire peut-être 3 matchs d'affilée pour pouvoir faire le tour. Ça va être décalé. Et à un moment, le calendrier, il ne pourra pas être compressé plus que ça. Je rappelle qu'au niveau de la Ligue 1, il y a l'Euro à la fin de la saison, normalement. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas rajouter des dates et des dates partout. Ça va pas être possible. Pour moi, la Coupe de France cette année va malheureusement subir le sort des coupes régionales, c'est-à-dire qu'elle va devoir s'arrêter. Et on en restera peut-être là. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Nous avons fini donc avec cette deuxième partie. C'est le moment, chers auditeurs, de parler avec vous. Activez-vous, c'est parti. 2 sondages ont été lancés sur Actu cette dernière semaine pour pouvoir parler de 2 sujets que nous avons abordés. Comment comptez-vous suivre le hack pendant le huis clos et monter sans jeu, est-ce que vous prenez? Commençons donc par le hack et le huis clos. Romain, quelle était la question posée? Quels ont été les résultats du sondage? Ouais, donc on rappelle aux différents followers que les matchs du hack se joueront à huis clos, là, au moins sur le mois de novembre pour l'instant, officiellement. Et donc on leur demandait comment ils allaient suivre principalement les rencontres des Ciels et Marines. On proposait Téléfoot, France Bleu, les réseaux sociaux et les résumés presse. Tout de suite, on n'a pas parlé, on n'a pas fait de proposition pour les filles. Cette question était tournée effectivement vers la Ligue 2, mais oui, je rappelle aussi, et comme on nous l'a rappelé en dessous dans les réponses, que il y aura aussi Foot Plus pour suivre la D1 Arkema et notre équipe féminine. Et sinon, en ce qui concerne les résultats de ce sondage, donc il y a quand même 47% des sondés, enfin des répondants qui nous ont répondu Téléfoot, qu'ils allaient suivre donc le hack avec la nouvelle chaîne de Mediapro. Ensuite, juste derrière, à 28%, ce sera avec les réseaux sociaux. Donc, tout en précisant que les gens comptent vraiment sur nous et sur ActuFR pour faire vivre les matchs du hack et les résumés et bien sûr les activistes avec les résumés. Ensuite, pour 18% d'entre eux, ce sera grâce à France Bleu qui suivront les matchs des Ciels et Marines. Et en dernier, ça fera peut-être pas plaisir à Benoît dans lequel, mais pour 7,5%, ce sera grâce au résumé dans la presse. Ce sera peut-être, on parle toujours peut-être du mode principal. C'est vrai que quand tu veux suivre le match, normalement, tu essaies de trouver quelque chose qui se rapproche un peu plus du direct. Il n'y a rien d'anormal au final que tu n'aies que 7,5% des personnes qui parlent de ne s'informer principalement que par la presse, parce que ça veut dire que c'est a posteriori. J'espère juste aussi que pendant cette période de huis clos doublé de confinement, il n'y aura pas de la perte d'intérêt trop forte pour le hack. C'est possible aussi qu'il y ait une désaffection, ce serait vraiment dommage. Florian, toi, tu vas continuer à regarder les matchs à la télé? Bah oui, regarder les matchs à la télé, suivre en même temps les avis de chacun sur Twitter. Après, pour pouvoir parler du match, le mieux c'est quand même de le voir, parce que même si j'aime beaucoup les effets à la radio, je l'ai déjà fait par le passé. À la télé, on peut regarder des trucs, des petits aspects de jeu que certains commentateurs ne voient pas. Donc pour nous, pour débriefer, c'est peut-être mieux de regarder la télé. Par exemple, des positions de joueurs sur certains. Par exemple, si on n'avait pas regardé la télé, on n'aurait peut-être pas vu ce 5-3-2, par exemple. Donc c'est vrai que pour nous, pour débriefer, c'est peut-être mieux de le voir sur la télé. Ça évite en tout cas de faire des commentaires de commentaires. Le top du top, on le rappellera, c'est la télé, alors Téléfoot ou Bein ou ce qu'on veut, mais les images et le son de France Bleu. Ça, c'est le top. Et la tablette sur les genoux pour commenter. Comme voilà. Ça. Et le problème, c'est que la tablette, on aimerait ne pas avoir à l'utiliser parce que forcément, si on est amené à être actif sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on peut se permettre de ne pas regarder ce qu'il y a à l'écran. Monsieur Paul Le Guen, je vous en supplie, faites qu'on n'ait plus les moyens d'utiliser notre tablette pendant vos matchs. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On veut rester accroché aux images le plus possible et pour pouvoir partir en envolée. Ça introduit notre deuxième sujet où on proposait, Romain, sur Actu, si il y a la Ligue 1 à la fin de la saison, mais qu'on doive subir des matchs du même niveau que celui qu'on a subi samedi soir, est-ce que vous prenez? Quel est le verdict?
C'est exactement ça. Et donc le verdict, oui, à 70%, les gens préfèrent ce niveau de jeu et la Ligue 1 assurée à la fin de la saison. Et non, les gens préfèrent à 30%, donc il y a des personnes qui préfèrent voir du spectacle sur le terrain sans pour autant monter en Ligue 1. Ça a fait beaucoup, 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 beaucoup réagir ce sondage-là sur Twitter. Je voulais partager avec vous quelques réactions par rapport à ce résultat, ou vous voulez peut-être commenter le résultat avant? Déjà, je pense qu'on va être honnête vis-à-vis de nos auditeurs. Romain, est-ce que toi, tu prends la Ligue 1 si tu vois des matchs comme ça toute l'année? Ah, c'est compliqué. Allez, oui, je prends la Ligue 1, je prends la Ligue 1. Tu prends la Ligue Avec 1. ce niveau ce niveau de match. Florian, est-ce que tu la prends? Se faire chier 90 minutes tous les samedis pour une Ligue 1, je le prends direct. Hein. Bon, Non, mais encore une fois, je vais faire figure de vieux schnock pour pas dire d'autres choses. Les gars, c'est vraiment parce que je suis des activistes. Hein. Parce que hier, honnêtement, si je faisais pas l'émission, à la 45e minute, je mettais France Bleu en fond sonore et je rallumais mon PC. Parce que moi, ça va être compliqué quand même. Je veux bien qu'on le fasse une fois ou deux fois, mais si c'est pour subir ça jusqu'à la fin de l'année, là on est même plus dans dans le sacerdoce ou dans le masochisme. Là, on est à un stade supérieur. Donc, un peu de jeu, messieurs, un peu de jeu, s'il vous plaît. Louis, un peu de jeu. Pour moi, c'est non. Il faudra quand même améliorer un tout petit peu le contenu pour, pour qu'on puisse au moins aller au bout de la saison, nous aussi, sans perdre notre santé mentale. Qu'est-ce que, Romain, ce que tu as comme commentaire suite à Alors, ce sondage? qu'est-ce qu'en pensent nos followers? Donc, on a Tyranor qui nous dit on est quand même dans le dilemme du supporter. Hein, c'est clair. Ça gagne sans la manière, troisième, ça râle. On produit un peu plus de jeux, mais on perd et on est genre dixième, ça râle. Je voudrais savoir ce que veut le peuple, moi, maintenant. Donc, voilà, le peuple, La montée avec du jeu, quelle 70%. question? La Voilà, montée avec Alors, du jeu, voilà, quelle question? tout à fait. C'est ce que lui répond François Manoury avec le beurre, la crème, le fromage et tout et tout. Et on a Roméo Clos qui nous dit non, car arriver en L1 avec un tel niveau de jeu, c'est la dégringolade assurée. Et ne me parlez pas de recrutement une fois en L1, car trop recruter, c'est aussi un risque. On est à des années-lumière de ce qu'a produit 3 ce soir, par exemple. Ronan lui répond, sauf que tu ne joues pas forcément de la même manière une fois en L1. Il nous rappelle que Lens était très chiant au possible l'an passé à regarder, et qu'ils sont plutôt séduisants cette saison. Et il nous rappelle aussi que pour l'instant, c'est de la science-fiction que de se projeter en L1. aussi, Voilà. hein. Il On n'a pas a, trop on a... on est beaucoup trop loin pour Ouais, envisager. ouais. Ouais, tout à fait. Après, le but du sondage était justement de faire réagir un peu les gens. Ouais, on est bien conscient chez les activistes et chez Actu que effectivement, pour le moment, c'est de la science-fiction. Hein. J'ai quelques réactions d'après-match aussi, si vous voulez que je partage les réactions d'après-match. On a Fanatic du 76-13 qui nous parle d'une belle équipe de Pau face au Hack. Il a craint l'égalisation pendant tout le match. Et maintenant, avec ce 11 rafistolé, bravo à Paul Le Guen avec cette victoire et cette solidité. C'est l'équipe qui a fait la différence. Il retient qu'on est troisième et que c'est aussi ça la Ligue 2. Et il a bien aimé Nolan Mbemba sur le match contre Pau. Poch Axe qui nous dit que c'est une victoire similaire que face à Dunkerque. Cela reste 3 points, une très bonne défense, un second clean sheet de suite pour Gorgelin et une bonne rentrée de Imad Abdelli. Donc on a quand même plutôt des personnes qui retiennent aussi du positif. Hein. Il n'y a pas que du négatif sur ce match. On a Moon qui nous dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. Un but au début, puis plus rien. Certes, beaucoup d'absents, mais on joue contre le 19e. Je prends quand même la 3e place provisoire et Bentil qui confirme. Ah bah, vaincre sans péril, triomphe sans gloire, je vois pas pourquoi hier. C'est pas parce que Pau a été maladroit et pas été capable. Je veux dire, si ça jouait un petit peu mieux, tu n'aurais pas vaincu sans péril. Hein. C'était au contraire. On se trouvait plus dans des équipes qui n'ont pas été capables de mettre le ballon devant, mais vaincre sans péril, c'est peut-être un peu dur peut-être un peu méprisant pour cette équipe de Pau.
Et une réaction d'après-match qui rejoint les deux sujets, donc c'est intéressant, le sujet de comment on va suivre le hack aussi. Donc c'est McFlack qui nous dit une victoire sans gloire, mais une victoire qui comptera à la fin de la saison. Aussi, je découvre que suivre un match sur Twitter quand il est tendu, c'est presque pire qu'en regardant le match. Là, à chaque mise à jour de mon fil d'actu était une angoisse, plus jamais ça. Voilà, donc il avait pris le parti certainement de suivre le match en live sur Twitter. Et puis, allez, on peut terminer aussi sur une note positive de Olivier G, qui est à la communication du centre de formation du Hack, qui nous dit que Le Guen a su créer un groupe. Les gars s'arrachent sur le terrain les uns pour les autres et ne lâchent rien. Alors certes, ce n'était pas le match de l'année. Par contre, ça permet de capitaliser de la confiance et des points. Ça permet surtout de souder un groupe des victoires aussi difficiles que ça. C'est peut-être le meilleur point peut-être à retenir de ces deux rencontres, c'est peut-être justement ça. C'est que s'il y avait un endroit où ça pouvait manquer soit d'esprit, soit d'esprit de corps, là, des matchs comme ça peut, quand ça paye au final, ça peut peut-être renforcer le sentiment de cohésion dans le groupe et c'est une très bonne chose. Et enfin, pour terminer, François Manoury qui nous rappelle que même si c'était moche, de ne pas faire la fine bouche, qu'on est troisième, on engrange des points, on ne prend pas de but, Bentil qui marque, jamais de petite victoire. Ce au quoi lui répond Ackman, si elle est marine, on prend pas de but, on est troisième, ok, mais troisième avec 8 buts inscrits seulement et le jeu le plus pauvre de la Ligue 2, c'est pas très rassurant quand même. Et pour l'avenir, pas terrible, aucun fond de jeu. Et donc là, François, il voit encore du positif en disant justement que c'est pour ça qu'il veut y croire. On est troisième en étant tard dans le jeu, ça c'est clair. On ne peut donc que s'améliorer, je pense que ça c'est très clair aussi. Et donc il rappelle qu'il a la naïveté de penser qu'on a une belle marge de progression. C'est le côté romantique de François. On lui laisse ses propos. On en revient au résultat du sondage. On aura l'occasion de toute façon de revenir sur ce sujet, je n'en doute pas, soit dans un prochain numéro des Activistes, soit même peut-être dans un à côté où on parlera romantisme du football. Ça peut être un sujet à explorer. Nous en avons fini en tout cas, messieurs, avec l'équipe masculine. Il est temps d'aborder notre dernière rubrique, bref, du hack. Et nous allons parler du hack féminin. Match samedi après-midi pour nos féminines à Guingamp. Et malheureusement, une nouvelle défaite pour les filles de Thierry Huvenard. Défaite 2-1. Plus difficile celle-là à encaisser. Un but à la 80e minute face à des Guingampaises habituées à ce niveau. Et malheureusement, encore une fois, 0 point pour les équipes. Je ne sais pas vous, messieurs, mais ça va commencer à être compliqué. Dernière, 4 points marqués en 7 matchs. Et pour terminer la phase aller, les filles du Hack rencontrent rien de moins que les 4 équipes qui sont actuellement aux 4 premières places du championnat. Autant dire qu'il n'y aura pas de 12 points pour récupérer avant la trêve. Florian, ça commence à être chaud. Ah bah oui, mais de toute façon, on en avait parlé depuis le début que la division 1 féminine, c'est différent. Il faudra faire attention parce que les filles ont été habituées à jouer le haut de tableau et à enchaîner les victoires. Là, c'est plus du tout le cas. Avoir le côté confiance et gestion du groupe. La suite, faut pas lâcher. Hein. Les maintiens, ça se joue sur des petits points grappillés par-ci par-là. Donc hier, évidemment, c'est le point n'est pas revenu. Mais il faudra faire attention. C'est jamais fini. On sait que la D1 féminine, il y a souvent très peu d'écart de points entre les derniers. Il va falloir être solide. Peut-être que si jamais ça prend par chance 1 ou 2 points contre des gros cadors, ça peut les relancer aussi niveau confiance. Donc ça à surveiller. On y croit. Faut pas lâcher. Voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir. Faut jamais lâcher. Romain, est-ce que ça va être aussi compliqué que ce qu'on envisage ? Oui, parce que vu le calendrier de fin d'année, Bordeaux à domicile, Montpellier à l'extérieur et puis 2 matchs à domicile contre Lyon et le Paris Saint-Germain. Une petite pensée pour les supporters qui
J'espère pour insister à ces deux matchs-là, mais j'ai du mal à y croire. Lyon et le PSG, on connaît ces équipes en D1 et la qualité de ces équipes. J'ai envie de dire, rendez-vous le 16 janvier à Fleury, hein, parce que voilà, je pars pas défaitiste, mais on sait très bien les 4 équipes que je viens de nommer sont là et sont les 4 premières du championnat aujourd'hui. Lyon, PSG, je reviens pas dessus. Pourquoi pas espérer un nul contre Bordeaux à domicile, mais après je vois pas bien nos féminines faire un résultat contre ces 4 équipes-là. Donc le championnat, on va dire, de course derrière des points reprendrait réellement à partir de la phase retour pour moi. On termine sur des mauvaises notes, c'était bien parti. Maintenant, effectivement, il n'aurait pas fallu qu'on soit à cette place-là, à cet instant-là de la saison. Et il va falloir se remettre dans le bon sens de marche, comme je l'ai dit, je pense à partir de janvier. On souhaite en tout cas au FIT Thierry Venard de ne pas végéter à cette place-là et de pouvoir rebondir rapidement pour sauver le HAC d'une descente en deuxième division. Les filles ne joueront pas la semaine prochaine. Par contre, l'équipe pro va jouer à Grenoble. Florian, tu voulais nous faire une petite présentation parce qu'à Grenoble, on a connu le Covid et pas qu'un peu. Match reporté le week-end dernier face à Niort parce qu'il y avait 13 absents. Est-ce que tu as des informations complémentaires à nous donner pour le match qui aura lieu normalement samedi soir? Alors, niveau cas de Covid, on sait que c'est très présent chez eux. Ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas pu jouer. À voir par la suite si les joueurs qui ont été concernés peuvent revenir. Normalement, le Covid, c'est une 15aine de jours si tout va bien. Donc, ça sera surveillé, possiblement un match qui sera décalé pour le HAC. Sinon, pour parler de Grenoble, c'est une équipe qui est pour l'instant 10e du championnat avec, comme on l'a dit, 2 matchs en moins. Donc, ils ont actuellement 12 points. Donc, ils sont quand même qu'à 4 points de nous en ayant 2 matchs en moins. C'est une équipe qui fait 4 victoires, 3 défaites. Donc, ils n'ont pas connu nul. Donc, c'est une équipe qui gagne chez elle ou qui perd à l'extérieur. Et ensuite, c'est 11 buts marqués et 7 encaissés. Donc, c'est une équipe plutôt solide cette saison. Ils étaient sur une série de 2 victoires avant que le Covid passe par là. Donc, à voir si leur série va pas être brisée à cause de ça. Ce qu'on peut retenir niveau joueurs dangereux, donc ils ont 3 buteurs à 2 buts chacun. Donc, Amani, Bennett et JT. En passeur, il y a aussi Amani qui a fait 3 passes et Ravé qui a fait 2 passes. Donc on peut noter que le joueur Amani est assez dangereux. Donc à lui seul, il est sur 5 buts cette saison pour les Grenoblois. En stat intéressante sur cette équipe, il marque 1,6 buts par match et s'en prennent 1 par match. Donc c'est une équipe qui est peut-être pas assez solide défensivement, mais qui peut marquer des buts et qui peut faire mal à notre équipe havraise, à voir à elle, vu qu'elle est solide en ce moment, voir si elle peut rester sur cette série. Et enfin, la stat qui, moi, j'aime beaucoup, c'est les duels gagnés. Et ils ont 47,8% de duels gagnés. Donc, c'est une équipe qui, si on va au duel, on peut les bousculer. Après, le problème, c'est que si on joue comme quand on a joué contre Pau, les duels, il faut aller les gagner. Et pour ça, il faut aller les provoquer et sortir sur l'adversaire. Donc ça sera un match intéressant s'il a lieu. Et ça sera pas facile, surtout d'aller à Grenoble pour aller prendre des points. Donc on va regarder cette semaine si le match se tient. Et s'il se tient, il faudra faire attention. Et bien voilà pour la présentation du match qui aura lieu samedi soir, en espérant bien évidemment que nous n'aurons pas un arrêté d'annulation entre-temps. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Ciel et Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Théophile Pedrola, où vous pourrez gagner des places pour les matchs du HAC au Stade Océane dès que le huis clos aura été levé. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le HAC!